D'accord, très bien. Pas d'autres questions? Jean-Marc Landry. Alors, Jean-Marc Landry, spécialiste de la protection des troupeaux, voilà, fondé l'IPRA, Institut pour la promotion de la recherche sur les animaux de protection, biologiste, éthologue. Je sais que j'étais présent à Lons-le-Saunier et il connaît bien, très bien son sujet. Donc il y a peut-être là quelque chose en réponse à votre question, monsieur. Voilà. Bien le bonsoir, merci aux organisateurs de m'avoir invité et puis merci au public d'être resté jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de la protection des troupeaux, mais un petit peu d'une manière différente. Souvent on vous présente les moyens de prévention. Aujourd'hui je vais essayer d'aborder les choses d'une manière complètement différente en faisant une partie très théorique. Je suis désolé, il faudra un petit peu vous écoltiner, mais j'aimerais un peu vous apporter des éléments de l'éthologie sur le loup et vous expliquer comment fonctionne la protection et comment le loup va aborder la protection. Donc j'ai aussi la sale manie de faire des longues conférences, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ah, je suis là pour et je vais essayer. Non, il faut que tu me laisses jusqu'à la fin. Je travaille sur la protection des troupeaux depuis de nombreuses années. Quand j'ai commencé, on me disait, ou je disais, voilà, il n'y a qu'à mettre des chiens, il n'y a qu'à mettre des bergers, il n'y a qu'à mettre des enclos, et ça va fonctionner. Et c'est vrai qu'on remarque sur ce tableau, cette figure ici, que malgré ça, les dégâts ont augmenté, le nombre d'attaques a augmenté, malgré la protection. Alors c'est bien sûr que le loup a augmenté son aire de répartition en même temps, mais peut-être que dans certaines zones, notamment dans le sud de la France, dans le 06, le 04, sur Canjouers, on atteint une certaine limite de l'efficacité des moyens traditionnels, chiens, bergers, enclos. Et l'objectif de cette conférence, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de comprendre, de vous expliquer pourquoi on atteint certaines limites? Est-ce que ces limites sont réelles? Et j'aimerais prendre un exemple que je connais bien, c'est le chien de protection. Et je vais débuter cette conférence avec cet exemple-là. Et j'aimerais vous présenter à la suite de ça ce que j'appelais processus biologique, mais c'est les lois d'apprentissage. Comment je peux apprendre à un loup à éviter un troupeau? Alors je ne parle pas d'éducation, je parle bien d'apprentissage. Et puis je vais terminer sur les 4 types de protection qu'on peut avoir. J'essaie de développer cette partie-là. Et puis sur la fin de ma conférence, je vais essayer de vous faire quelques propositions, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc le chien de protection, comme exemple, on sait aujourd'hui, il y a plusieurs études au niveau mondial qui le montrent, que c'est le meilleur outil. Oui, mais qui c'est qui paye tout ça? C'est ça le problème. Attendez, laissez Jean-Marc parler de ça. Je discute volontiers de vous, mais je développe mon thème, puis après on discute volontiers. Après, si vous voulez. Alors, c'est le meilleur outil de protection qu'il est utilisé aux États-Unis, en Asie, un peu partout. Et la question que je me pose aujourd'hui, en travaillant sur les chiens, c'est est-ce qu'on connaît bien en fait cet animal-là? Et puis, j'aimerais essayer de vous expliquer comment est apparu ce chien très rapidement. Vous savez que le chien est le premier animal à avoir été domestiqué. Le chien s'est approché des campements humains, probablement pour manger les restes. Mais la question se pose pourquoi l'homme a accepté en fait le loup à proximité. Et une des hypothèses que j'aimais, c'est que le loup a des comportements d'alarme, une sorte d'aboiement qui fait un quand il y a un danger. Et il est possible que les premiers humains ont utilisé ceci quand ils avaient des louveteaux à proximité des campements, comme avertisseur, entre guillemets, comme alarme au niveau du campement. Et c'est vrai que quand on a développé les premiers villages, les premiers campements, et ben ces chiens, ces loups qui sont devenus des chiens, ont occupé une niche écologique bien précise qui était le village, qui étaient les déchets du village. Et à la suite de ça, ces chiens-là, probablement dans les villages, ont joué un rôle d'alarme pour avertir les gens du village. Parce qu'à cette époque-là, le loup était un tout petit prédateur, parce qu'on avait d'autres plus grands les autres prédateurs à cette époque. Donc probablement ce qui s'est passé lors de la domestication de la chèvre et du mouton, il y a à peu près 8000 ans, les chiens étaient déjà présents dans le village, ils occupaient cette niche écologique. À la suite de ça, les chiens ont certainement mis bas à proximité des troupeaux, et les chiots se sont liés avec ces troupeaux, ce qu'on appelle l'attachement ou l'empreinte filiale. À la suite de ça, quand le berger est parti en champ avec ses bêtes pour les nourrir, il est probable que ces chiots, ces chiens ont suivi le berger et ont suivi les troupeaux et avaient une fonction d'alarme, c'est-à-dire avertir le berger qu'il y avait un problème, mais probablement pas pour la protection du troupeau. Et à la suite de ça, probablement qu'on a commencé à sélectionner des chiens un peu plus grands
qui puisse s'interposer. Je dis bien interposer, être dissuasif. D'accord? Donc vous voyez que probablement le chien de protection a été sélectionné pour aboyer, pour avoir une protection, mais par l'alarme, avertir le berger qui était toujours présent. Et dans les sociétés traditionnelles, on avait toujours des chiens de protection avec un petit troupeau, un ou plusieurs bergers, et le berger pouvait intervenir sur le troupeau, et on n'avait pas de tourisme. Et c'est la première fois dans l'histoire du chien de protection, je crois, en tout cas dans les Alpes, peut-être dans les Alpes un peu plus longtemps, mais c'est la première fois qu'on a des chiens qui travaillent dans des milieux touristiques. Et ça, il faut bien le penser, que ça apporte un problème supplémentaire pour le chien et pour l'éleveur qui travaille avec ces chiens. Et ce sont des chiens sur lesquels nous sommes très exigeants parce qu'on leur demande de rester avec le troupeau, de protéger le troupeau. Si un chien divagant qui vient, il faut le protéger. Si c'est un chien non touriste, il ne faut pas intervenir. Donc vous voyez que c'est assez complexe pour ce chien. Donc on est très exigeant avec ce chien-là. Et ce chien, on essaie d'expliquer comment il fonctionne. Vous savez que les éthologues aiment bien expliquer comment fonctionnent les animaux par des modèles. Et le modèle sur le chien de protection date il y a à peu près 40 ans. C'est Coppinger et des collègues qui ont dit, ben voilà, le chien, il doit rester au troupeau. Bien sûr, s'il n'est pas au troupeau, il ne peut pas protéger. Ça, c'est la première chose. Mais le chien ne doit pas perturber les activités du troupeau. Il ne doit pas blesser les animaux. Et il doit être protecteur. Ça veut dire quoi, protecteur? Et puis moi, j'ai rajouté d'être tolérant à l'homme. Parce que dans notre société, on ne peut pas admettre qu'un chien agresse des humains. Un chien doit être dissuasif, mais il ne doit pas agresser les humains. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire protéger un troupeau? Comment il fait pour protéger le troupeau? Et quelles sont les réponses comportementales du loup? Comment un loup va réagir face à ce chien? Ben, je vous dis qu'aujourd'hui, 40 ans après, on n'a pas de réponse. Il n'y a aucune étude qui a été faite. Il y a quelques études qui ont été faites sur le coyote, une ou deux études avec un ou deux loups, mais on n'a aucune idée de comment ça fonctionne. Donc nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de travailler sur l'aptitude à la protection des troupeaux, c'est voir comment le chien est capable de protéger un troupeau et comment le loup va répondre à ça. Et j'aimerais vous montrer ici une vidéo qui a été faite en 2000 dans le parc national de Mercantour. Nous sommes sur l'alpage de Langon, sur le troupeau de Bernard Bruno. Et c'est des gens, des collègues, c'est Jean-Armé Licher, qui filment à peu près 600 mètres avec une caméra thermique de la Sagem, un loup qui a tué un agneau, qui essaie de le tirer. Et vous allez voir un chien qui va intervenir. Et regardez bien ce qui va se passer. J'aimerais bien que vous, parce que je n'ai pas le temps de faire des arrêts sur l'image, mais regardez, le chien suit une piste olfactive. Et là, vous voyez tout ce qui s'est passé. C'est que d'un coup, ce chien a exagéré ses comportements et a fait fuir le loup. C'est ce que j'ai appelé une mise en fuite. Mais vous imaginez bien que si ce loup voulait tuer ce chien voulait tuer le loup, il aurait pu le faire. Parce qu'il s'est approché à une distance de 2 mètres peut-être du loup. Et le loup n'est toujours pas vu. Et vous voyez là que la fonction de ce chien-là, dans ce contexte-là, était de faire une mise en fuite, pas du tout de tuer le loup, de se battre avec lui. Pourquoi? Parce que le loup représente un risque. Pourquoi le loup est parti? Parce que le chien représente un risque. Et un autre élément qui est très intéressant sur cette vidéo, c'est que ce chien aboie. Vous voyez que ça ne fait pas forcément fuir le loup. Qu'est-ce qui se passe ici? Un deuxième chien hors vision intervient. Probablement que ici, l'aboiement a une fonction d'avertisseur, a une fonction de message. Et à deux chiens, ils vont faire fuir le loup. Donc déjà, cette image vous dit que face à du loup, il faudrait en tout cas 2 chiens de protection parce que les chiens vont renforcer le comportement et seront meilleurs. Vous avez bien compris le message? Oui, d'accord, ça marche. Et ce sont des vidéos qui sont assez extraordinaires. Et ceci nous fait dire que probablement que le chien de protection ne modifie pas le comportement du loup sur un moyen ou à long terme. Il va interagir avec lui, mais il ne va pas lui apprendre à ne pas revenir sur le troupeau. Et pour nous, on a publié ça en 2010, le chien de protection est un effaroucheur mobile. C'est-à-dire qu'il est toujours avec le troupeau, c'est le meilleur effaroucheur parce qu'il a les mêmes armes que le loup, mais il ne va pas apprendre au loup à ne plus revenir. Et c'est vrai que les chiens, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui parce qu'on n'a rien d'autre qui fonctionne mieux que ça. Mais dans certaines zones, malgré la présence des chiens, malgré la présence des bergers, on voit qu'on a quand même des dégâts qui augmentent. Et malgré la présence des chiens, je vous dis bien, c'est très important à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, et il faut aussi voir qu'aujourd'hui, le chien n'est pas forcément adapté à tous les systèmes. Comme ici dans les Vosges, avec les allottements, on ne peut pas mettre des chiens partout. Donc vous voyez qu'on atteint aussi une autre limite du système. Donc la question qui se pose, est-ce qu'il existe d'autres moyens de protection? Est-ce qu'on peut inventer de nouvelles techniques pour venir en aide aux éleveurs et protéger les troupeaux? Et surtout, l'idée, ce serait d'apprendre aux loups à éviter les troupeaux, si on est capable de faire. Donc j'aimerais
vous conviez maintenant un petit cours d'éthologie sur l'apprentissage pour expliquer comment on pourrait mettre en place la protection pour apprendre aux loups à éviter les troupeaux, si c'est possible. Parce que ce que je vous dis là, pour l'instant, c'est assez théorique. Donc les lois de l'apprentissage, vous avez 3 grands ou 4 grands principes. C'est la néophobie, donc je vous dirai tout de suite ce que c'est, avec les problèmes d'habituation et de sensibilisation. On a un terme un peu barbare qui est l'inhibition latente, mais ça c'est quelque chose qui est fondamental pour comprendre la protection des troupeaux, et les apprentissages associatifs. Je passe sur le premier, la néophobie. En fait, la néophobie, c'est la peur de tout ce qui est nouveau. Alors le loup est né dans un environnement qui est très pauvre, et il se passe ce qu'on appelle chez les chiens un syndrome de privation, c'est que le loup ne connaît rien du tout, et quand il arrive dans un environnement pastoral, puis qu'il voit quelque chose de nouveau, ben, au départ il en aura peur. Et on peut utiliser un tas de choses pour faire peur au loup, tout ce qui est nouveau, les cerbères, les fladeries, les ballons gonflables et tout ça. C'est quelque chose qui marche bien, vous allez voir, momentanément. Alors voilà ici les cerbères qui ont été mis dans la plaine des Vosges. Ici c'est des fladeries qui sont utilisées en Allemagne et en Pologne autour des parcs de contention. Et puis nous avons essayé aussi d'utiliser des fladeries pour couper des zones, hein, nous sommes en Haute-Savoie, on voulait interdire le passage du loup dans certaines zones, comme ici en forêt aussi. Et puis vous voyez que le loup peut très vite apprendre à passer ce type de barrière, surtout s'il y a des failles comme ici. Vous voyez qu'il y a une faille ici et le loup va profiter de cette faille pour passer. Mais ça peut fonctionner, ça peut donner des résultats intéressants. Mais on a Mais vous avez une autre loi d'apprentissage qui est l'habituation. Ça veut dire que le loup, quand il s'approche d'une nouveauté et qu'il voit que cette nouveauté n'a aucune conséquence négative sur lui-même, il va apprendre que cette nouveauté n'est pas dangereuse. Donc il va s'habituer, c'est-à-dire qu'il va se dire ce stimulus-là ne me pose aucun problème. Donc je vais pouvoir m'en approcher. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le loup, là, il fait des économies d'énergie. Ça ne sert à rien que j'ai peur pour rien, n'est-ce pas? Mais ce qui signifie que tout animal peut s'habituer aux activités de l'homme, et notamment le loup aux activités pastorales. Ça veut dire, et la conséquence de tout ceci, ça veut dire que tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on met cerbères, les fladeries et tout ça, ça veut dire que ça a une action limitée dans le loup. Il faut bien comprendre ceci. Et c'est vrai que quand on dit aux éleveurs mettez ceci, il faut comprendre que c'est toujours une action limitée dans le loup. Maintenant, on a un autre phénomène qui est la sensibilisation, c'est le contraire de l'habituation. Ça veut dire que le loup, à une première exposition d'un stimulus, aurait beaucoup plus peur. Et chaque fois qu'il est soumis à ce stimulus-là, il aurait plus peur. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'exemples. Ce serait intéressant, c'est que vous mettez un fladerie et le loup a peur du fladerie et il ne revient plus. Mais sincèrement, dans la nature, je n'ai pas beaucoup d'exemples, mais si ça fonctionnait, si on pouvait trouver quelque chose où ça sensibiliserait le loup, on serait gagnant parce que le loup aurait peur d'une façon permanente de cette nouveauté. On a un autre phénomène qui s'appelle l'inhibition latente. Alors, pour expliquer très simplement, chacun d'entre nous, dans son cerveau, a un système qui va gérer les informations du milieu, tous les stimuli. Et tout ce qui n'est pas important, vous allez le mettre de côté. Comprenez bien ce principe-là? D'accord. Donc maintenant, vous imaginez le loup qui est né dans un environnement pastoral. Pour lui, la brebis devient quelque chose de normal. D'accord? Et si vous voulez faire une correction, si vous voulez protéger un troupeau, et puis vous voulez associer la brebis à un traumatisme, par exemple, souvent ça ne fonctionne pas, parce que tout simplement, le loup, dans son cerveau, il se dit c'est pas possible que ce soit la brebis qui m'ait puni, parce qu'en fait, la brebis, je la connais depuis toujours. Donc c'est probablement un autre stimulus de l'environnement qui a créé cette punition, qui a créé ce problème-là. Vous comprenez bien ce principe-là? D'accord. Alors, c'est vrai que les tests aversifs, vous avez entendu parler, quand vous prenez un cadavre d'une brebis, vous mettez quelque chose de dégueulasse, d'amer, quand le loup mange ça, il ne fait pas forcément le lien entre le cadavre et le goût aversif, ou le lien avec l'animal vivant. Et il peut continuer d'attaquer les animaux vivants parce qu'on a ce problème d'inhibition latente. Donc ça pourrait fonctionner peut-être sur les jeunes individus qui n'ont pas encore l'habitude de voir des brebis. Et peut-être que si un jour on invente quelque chose qui fait peur, la brebis pourrait faire peur au loup par un intermédiaire d'un répulsif par exemple, ça pourrait fonctionner sur les jeunes individus. On a les apprentissages associatifs, alors on a le conditionnement opérant. Ça veut dire conditionnement opérant, c'est un apprentissage, le loup va mesurer les conséquences de son comportement. Vous comprenez bien ceci? Le loup va mesurer les conséquences de son comportement.
Alors par exemple, je vais vous donner un exemple, le renforcement, c'est tout ce qui est positif pour le loup, c'est tout ce qui est récompense. Vous imaginez qu'un loup qui chasse des brebis, qui tue une brebis, pour lui c'est une réussite, c'est une récompense. Donc ça va renforcer son comportement là. D'accord ? Donc on est dans un conditionnement opérant. Donc vous imaginez, plus le loup tue de brebis, plus ça sera difficile de venir le corriger, de changer son comportement derrière, parce qu'il a été renforcé, il est. Maintenant, on a l'autre manière de faire, c'est la punition. C'est de faire un lien entre brebis égale douleur, brebis égale danger, par exemple. Mais vous imaginez bien que si le loup a souvent tué des brebis, c'est difficile après de venir sur une punition. Donc il faudrait faire une punition qui est très forte, ou arriver à répéter des punitions, ce qui n'est pas évident. 15 minutes, d'accord, merci. Et en plus, si le loup est très motivé à attaquer parce qu'il a faim ou parce que ça lui, il y a un plaisir, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, en plus, vous avez des failles dans la prévention, plus le renforcement, vous pouvez imaginer qu'on peut avoir des foyers de prédation. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi le loup attaque sur certaines zones et d'autres pas. Ça, c'est une expérience qui a été faite en Géorgie avec du collier électrique, qui a été mis sur un loup qui avait été réintroduit. Et chaque fois que le loup voyait des brebis, le scientifique lui donnait un coup de collier électrique. Et ici, vous voyez, le loup a été posé devant des brebis, et vous voyez ce brebis qui montre un comportement d'évitement par rapport aux brebis. Et il quitte le troupeau parce qu'il a peur, entre guillemets, des brebis. Là, on a typiquement dans la punition. Le conditionnement classique, l'idée, ce serait de lier deux stimuli. Un stimulus saillant dans l'environnement, un stimulus qui est très fort, mais qui va engendrer un réflexe. Alors là, je vais donner un exemple très concret. On parle souvent du tir sur les loups. Si vous tuez un animal, il ne peut pas faire de l'apprentissage, vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, mon idée, ce serait de créer un lien entre, je vais dire, le fusil ou le berger et une douleur, pour que j'ai un apprentissage associatif, c'est-à-dire douleur. Si j'ai mal, je ne réfléchis pas et je fuis. D'accord? Maintenant, vous imaginez bien que si l'animal ne peut pas faire le lien avec le berger parce que vous tirez à 300 mètres, le système ne va pas fonctionner. Si vous faites le soir des tirs, vous faites boum tous les soirs des tirs, s'il n'y a pas une douleur qui est associée au loup, le loup ne fera jamais d'association. D'accord? Donc souvent, ça ne fonctionne pas. Donc si on veut faire du tir d'effarouchement sur des loups, il faudra avoir une méthodologie très claire pour que le loup comprenne bien d'où vient le tir et avec quoi il doit associer ce tir. S'il ne peut pas associer ce tir avec la présence d'un humain, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Et puis l'apprentissage social sur lequel on pourrait travailler, c'est en fait une information qui est tirée au niveau du groupe. C'est-à-dire que c'est une information qui est partagée. Et vous imaginez que si vous êtes capable de traumatiser un loup dans une meute, il est probable que ce loup-là serait capable d'apprendre aux autres loups à éviter le problème. Donc si on peut lier un traumatisme, par exemple, qu'il y a un troupeau au sein d'une meute avec un ou deux individus, il est fortement probable que ce loup-là pourrait apprendre aux autres loups d'éviter le troupeau ou d'éviter ce problème. Alors il existe beaucoup d'apprentissage associatif, des exemples qui sont très connus avec la mésange bleue, où une mésange un jour a percé un opercule en Angleterre des bouteilles de lait parce qu'il y a de la crème. Et en fait, ce comportement-là qui a débuté avec une mésange s'est propagé en fait sur toute l'Angleterre en quelques années. Après, il y a aussi les autres avec des idées. Alors, c'est vrai, ce qu'il y a à retenir, c'est que un loup pourrait aussi informe souvent les jeunes louveteaux quelle espèce il faut chasser, quelle espèce il ne faut pas chasser, est-ce que les chiens de protection sont dangereux. Donc si on pouvait intervenir très rapidement sur les jeunes loups, on pourrait donner une information comme quoi le troupeau ou les chiens sont dangereux. Alors les différents moyens de protection. Donc j'essaie de vous faire très rapidement, c'était très théorique, je suis désolé, mais c'est des cours en éthologie qui prennent quelques heures. J'essaie de vous donner quelques éléments pour que vous compreniez. Maintenant, les moyens de protection, j'en vois quatre grands principes. Le premier, c'est empêcher le prédateur d'accéder physiquement au bétail. Les deuxièmes, ce serait de modifier le comportement du loup sur un très court terme. On voit bien, c'est probablement le chien de protection. Modifier le comportement du loup sur un moyen ou long terme. Alors, vous comprenez, je dis c'est modifier le comportement du loup, et je pense que la clé est là, c'est qu'il faut changer le comportement du loup pour qu'il ne vienne plus attaquer les troupeaux. Pour l'instant, on est plutôt dans des systèmes modifier le comportement du loup sur un court terme ou empêcher d'accéder directement au bétail. Et puis une autre manière aussi de travailler, ce serait diminuer la densité de prédateurs, qui est probablement une modification sur un court terme ou un moyen terme.
Donc, empêcher le prédateur d'accéder physiquement au bétail, bien sûr, c'est tout ce qui est bâtiments, les enclos, les clôtures non électriques, puis les clôtures électrifiées, qui dans le monde pastoral est quelque chose qui est assez récent, hein, puisque les anciens devaient travailler avec des clôtures non électriques. Alors c'est typiquement dans certaines régions de la Drôme, par exemple, on a encore des enclos qui sont faits avec des barrières naturelles, ici, comme des buissons, mais bien sûr le loup peut passer ce type de buisson. Bien sûr, tous les enclos doivent être électrifiés et imperméables, ce qui n'est pas toujours facile, pas toujours évident. Ici, on voit aussi des Ursus où la faune peut passer dessous. Bien sûr, le loup peut aussi passer là-dessous. Et on a d'autres systèmes qui coûtent bien sûr plus cher, mais qui sont beaucoup plus efficaces, comme les clôtures actives, ou ici, sur une meute de loups en Allemagne qui sautait par-dessus l'enclos, et le simple fait de mettre un fil a permis d'empêcher les loups de sauter par-dessus l'enclos et de diminuer la prédation. Après, de modifier provisoirement sur un court terme, ce serait tous les effaroucheurs statiques. Donc, vous avez vu qu'on jouait sur la néophobie, donc c'est les cerbères, c'est tout ça. Ou les effaroucheurs mobiles, c'est tout ce qui est animaux de protection. Vous vous rappelez, ces animaux qui sont parmi le troupeau, là, comme ici avec des chevaux de Przejaliski sur un essai qu'on a fait, avec des lamas qui peuvent rester au sein du troupeau, ou avec ici des chiens de protection. Nous sommes ici dans les Asturies en Espagne. Et puis, les apprentissages par association, ce serait, comme je vous ai dit, d'associer un stimulus dans l'environnement à un traumatisme, à une douleur. D'accord ? Donc je vous ai déjà dit, par exemple, tirer sur un loup, mais il faut bien qu'il fasse le lien entre le tireur et la douleur. Maintenant, vous avez vu, peut-être qu'il y a eu un projet, c'était capturer du loup. Maintenant, vous imaginez, vous capturez un loup à quelque part et vous le traumatisez, vous le secouez, vous le foutez des coups de collier électrique, d'accord ? Et vous le relâchez. Et ce loup-là, il va faire quoi comme association ? Il va faire l'association avec le lieu, peut-être, avec les humains qui l'ont perturbé, mais pas du tout avec les brebis, ni avec l'homme en général. Donc ça ne peut pas fonctionner, vous comprenez ? Et même si vous faites ça à côté du troupeau, il faut être bien sûr que le loup va faire l'association avec le stimulus brebis. Parce qu'il y a plein de stimuli dans l'environnement, et on n'est jamais sûr avec quoi il va faire l'association. Vous comprenez toute la difficulté de ce genre de test. Et puis l'apprentissage social, ce serait de traumatiser un loup pour qu'il apprenne aux autres loups. Et bien sûr, diminuer la densité de loups, ça peut être une solution, et ça fait partie de la protection des troupeaux, ça fait partie des systèmes de prévention, c'est clair, mais ça a une action souvent limitée dans le temps, et il n'y a pas d'apprentissage possible. Donc moi je préférais qu'on laisse des loups si c'est possible, pour qu'ils apprennent aux autres, pour que j'ai un apprentissage social, ce que j'ai pas quand je tire un loup, quand j'élimine un. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée, ce serait de combiner plusieurs systèmes de protection, à mon avis. Ça, ce serait déjà une première chose. Et puis de développer de nouvelles technologies, et je vais terminer ma conférence là-dessus. Donc le plus classique que vous connaissez, et ce qu'on fait depuis très longtemps, ce que les éleveurs font et les bergers font depuis très longtemps, c'est le berger, parc de regroupement, plus chien de protection. Mais on voit aussi que ça a certaines limites, mais on joue sur la peur du berger. Je mets peur entre guillemets, parce qu'on va peut-être parler que les loups, parfois, n'ont pas trop peur du berger non plus. Il n'y a pas d'accès momentanément au bétail, et j'ai un effaroucheur mobile, qui est le chien de protection. L'idée, ce serait aussi de travailler avec des turbofladeries. Alors, on n'est plus dans le fladerie, parce que le fladerie, c'est une ficelle avec des rubans qui pendent. Le turbofladerie, je vais ajouter un effet aversif. Donc, j'ai un effet néophobique de la nouveauté, mais j'ajoute un effet aversif qui est l'électricité. C'est pour ça qu'on appelle ça le turbofladerie. Et c'est quelque chose qui fonctionne mieux que le fladerie en lui-même. Donc là, il y a des tests qui ont été faits par des collègues américains. Le loup, à un moment donné, il va aller voir ce que c'est que ce fladerie, probablement. Il est curieux. Donc à un moment donné, il y a une habituation. Et l'idée, c'est que, tiens, je vais aller renifler, puis d'un coup, quand je vais renifler, je me ramasse le jus. Donc il va faire une association fladerie égale douleur. Et on espère qu'on ait un conditionnement classique dans ce cas-là. Donc ça a été fait ici aux États-Unis, avec des très bons résultats. Je dois avouer qu'ils ont très très bons résultats. Et ça a été fait, là je passe la SPA, c'est Nicolas, il doit être là, ils ont fait non c'est pas lui sur l'image-là, ils ont fait un essai, et je pense que ça vaut la peine d'être souligné, parce que je pense que c'est ce genre d'initiative qui va permettre de faire évoluer aussi la prévention en France et en Suisse notamment, et je salue cette initiative-là. Et puis les nouvelles technologies, alors là je vais faire de la publicité pour moi, parce que mon idée, ce serait essayer de développer quelque chose de nouveau. Et la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas donner une information au loup sans passer par son cortex cérébral, sans le faire réfléchir, lui dire, il y a un souci là, tu t'approches du troupeau et tu dois avoir peur. Et comment je pourrais faire ça ? L'idée, ce serait d'utiliser des phéromones d'alarme.
ça existe chez les chiens, on imagine que ça existe aussi chez les loups, donc on va essayer d'en synthétiser et on pourrait mettre ça sur les brebis. Et ça veut dire que quand le loup va s'approcher d'un troupeau qui est protégé par ces phéromones d'alarme, le loup va avoir une information qui va passer par son système limbique. Donc c'est entre guillemets le cerveau primitif qui va gérer les émotions, donc il n'y a pas de réflexion, et là le loup devra avoir un comportement d'évitement et devrait partir. C'est la fin de la conférence. Voilà. C'est bon. Ça marche. L'autre, il va bien celui-là. Je vais faire comme ça. L'autre projet qu'on a, c'est de créer un collier répulsif. Alors l'idée du collier répulsif, la brebis porte un collier autour du cou. On mesure en permanence la fréquence cardiaque ou la variabilité de la fréquence cardiaque de la brebis. Et on peut aujourd'hui démontrer que lors d'une attaque de loup, j'ai un stress aigu qui est beaucoup plus élevé que la conduite du troupeau par un bordeur ou par autre chose. Et il y a un message qui est envoyé au collier qui lui dit il faut relâcher un répulsif assez puissant pour éloigner le loup qui est en train de poursuivre la brebis. Vous comprenez l'idée? Et en plus, j'envoie un SMS au berger en même temps pour lui dire qu'il y a un souci sous le troupeau. Alors voilà les expériences que nous avons faites ici avec mesure de la fréquence cardiaque. Et là, lors d'une attaque de loup fictif, vous voyez que la fréquence cardiaque à peu près à 100 monte à 240 en moyenne en 7 secondes. Donc j'ai vraiment un traumatisme lors d'une attaque de loup, on peut le mesurer au niveau cardiaque. Et je vous montre un peu comment on a travaillé, si ça veut bien fonctionner. Alors vous allez avoir une attaque, on a recréé une attaque de loup ici sur un troupeau chez un éleveur qui a accepté. Donc ça a été très vite, hein, donc c'est un peu mal filmé. Et voilà, et ça, ces brebis-là sont passées de 100 pulsations minute à peu près à 240 pulsations minute. Et on est capable, par des calculs assez complexes, de démontrer qu'on a vraiment un stress sur ces brebis-là. Et l'idée, ce qui est intéressant avec ce collier répulsif, c'est encore des essais, hein, c'est des nouvelles manières de voir la prévention. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez le répulsif, plus un stimulus saillant, parce qu'on va quand même mettre, avant que j'ai mon répulsif, je vais quand même mettre un bip pour indiquer au loup qu'il va y avoir un souci. Il va se ramasser le répulsif en pleine figure. Donc c'est pour l'instant on travaille avec l'oléorésine de capsicum. Et l'idée c'est de mettre là-dedans plus la phéromone d'alarme qui va lui faire peur, qui va renforcer tout ça. Donc si ça marche comme je l'espère, là le loup, excusez-moi du terme, il va chier dans son froc. Hein. Là il devrait avoir peur, si ça marche. Hein. Et puis on espère que pour les jeunes individus qui attaqueraient, qui apprendraient à attaquer, qui rencontreraient un collier répulsif, eh ben, ils vont faire une association directement avec la brebis, brebis égale danger. Et puis on envoie un SMS au berger. Et ceci pourrait fonctionner sur des petits troupeaux. Pour l'instant, sur les gros troupeaux, on ne sait pas comment ça va fonctionner. Et bien sûr, ça peut fonctionner sur des troupeaux où il n'y a pas de chien de protection. Parce que si le chien de protection se ramasse la phéromone d'alarme, plus le truc, ça va pas aider. Maintenant, vous allez me dire, et on le voit de plus en plus dans le Mercantour, dans d'autres zones, le loup attaque à l'affût aussi, un peu comme le lynx. Et je vous montre un exemple ici, une attaque de loup. On ne voit pas très bien, vous avez un loup ici et ici, lors d'une attaque. Il s'est approché à quelques mètres et il peut attaquer les brebis sans qu'elles bougent. Donc mon collier répulsif, ça ne marche plus. Donc on s'est dit, on va utiliser une autre méthode qui est l'apprentissage par association. Alors je vous explique en 2 mots. L'idée c'est de réunir des loups à un endroit ici, on fait sur un parc, et on va, quand ils sont réunis là, on va mettre un stimulus saillant, c'est-à-dire un stimulus que le loup ne connaît pas dans son environnement, pour être bien sûr qu'il va l'identifier. Donc on va dire, je mets un bip, il entend un bip, et quand il entend le bip, entre 0,45 et 2 secondes après, j'y envoie une puff. Le traumatisme, quelque chose de méchant, d'accord? Ce qui va dire qu'il va faire un apprentissage en une seule fois, que chaque fois qu'il va entendre le bip, il va arriver quelque chose de méchant. Et on l'a tous vécu nous-mêmes avec les guêpes, les frelons et tout ça, quand vous êtes piqué une fois, en règle générale, le jaune et noir vous informe qu'il y a un danger, d'accord? Je vous montre un peu ce que ça donne. Alors, il faudrait être indulgent parce qu'on s'est un petit peu planté, parce que ça va très vite, mais on est sur la bonne voie, vous allez voir. Si ça veut bien, voilà. Alors voilà, on a amené des loups. Vous voyez ici nos répulsifs qu'on a mis ici. Vous allez entendre le bip, bip, hop. Alors si on arrive à faire ça, à la suite de ça, vous mettez le bip en permanence sur les brebis, sur le troupeau ou au bord de l'enclos. Et quand le loup qui a vécu cet apprentissage-là s'approche du troupeau, il devrait fuir parce qu'il a eu ce traumatisme-là. Et on espère et on pense qu'il doit être capable d'apprendre aux autres loups qu'il y a eu ce problème-là. Et s'il n'y a rien, évidemment, il va se habituer.
Alors ça c'est une bonne question. À un moment donné, nous aurons une extinction de l'apprentissage et on pense que ça dure quelques années quand même. En tout cas, une expérience qui a été faite en Géorgie qui montrait que la louve apprenait aux jeunes à éviter les troupeaux sur 2 à 3 générations. Et puis une autre idée aussi qui est développée par un collègue de DigiCorp, c'est de mettre des caméras de surveillance autour des enclos, des parcs, qui sont capables de détecter une silhouette, la présence d'un loup, et eux seraient capables, on va travailler ensemble dans ce projet-là, d'identifier le loup. Et si ça marche, c'est que quand le loup arrive à une certaine proximité du troupeau, on a un répulsif qui est envoyé plus un SMS. Donc j'aimerais pour les éleveurs qui sont ici présents, je suis bien conscient que c'est de la recherche, que ça fait souvent rire les gens, mais il y a beaucoup d'éleveurs qui suivent ce projet-là et on espère arriver à quelque chose de nouveau là-dedans. Alors pour la conclusion de mon intervention, ce que je pense, l'avenir, ce qu'on devrait faire dans le système de prévention aujourd'hui, c'est modifier le comportement du loup. Et moi, c'est là-dessus que je travaille aujourd'hui, c'est de modifier le comportement du loup. Et bien entendu, j'aimerais aussi, pour modifier le comportement du loup, travailler sur les chiens de protection, parce que je pense que ça reste quand même un outil qui est intéressant, le meilleur, le plus ancien. Et si je peux sélectionner des chiens qui ont des comportements qui font plus peur au loup, peut-être je peux aussi modifier le comportement du loup sur un plus long terme. J'aimerais aussi axer, si c'est possible, ce serait aussi une idée de travailler sur les louveteaux qui apprennent à chasser. Parce que si on arrive à les corriger à ce moment-là d'une manière beaucoup plus dure, on peut peut-être créer aussi des apprentissages à long terme d'évitement de troupeaux. Et je pense qu'il faut combiner en fait les méthodologies traditionnelles, chiens de protection, avec des nouvelles méthodologies. Ma méthodologie du collier répulsif n'est pas là pour remplacer en fait les chiens de protection. Et on a besoin de faire de la recherche, bien sûr, pour faire ça et d'obtenir des financements. Voilà, j'espère que je vous ai été assez clair. En tout cas, merci de votre attention.